Alors voilà, nous voilà arrivés à la troisième leçon, et cette fois-ci, on va parler des arguments et des sophismes. Alors les arguments, on va voir en plus particulier un type d'argument déductif. Qu'est-ce que c'est qu'un argument déductif? On va voir sa structure pour réussir à l'identifier quand on fait face à un argument déductif qui fonctionne. Et à l'inverse, on va regarder les sophismes. Les sophismes, ce sont toutes les façons dont un argument peut se tromper, toutes les erreurs qui peuvent être commises par un argument. Donc, on va reconnaître toute une collection d'erreurs possibles, on va mettre des noms dessus pour pouvoir les identifier et les reconnaître quand on fait face à un argument qui ne marche pas. Alors, les arguments déductifs, on va dire d'un argument déductif. Alors, un argument déductif, c'est un argument qui postule quelques prémices et qui conclut que la conclusion est vraie et qu'il a déduit en fait des prémices. Donc, si les prémices sont vraies, alors la conclusion est vraie. C'est la structure d'un argument déductif. Et on dira d'un argument déductif qu'il est sain ou solide. En anglais, on dirait sound argument. Et c'est un argument qui fonctionne et on va voir qu'est-ce que ça veut dire qu'un argument soit sain ou solide. Il a quelques propriétés, mais pour rentrer dans le sujet, on va prendre un exemple. Voilà un argument déductif qui est sain ou solide. C'est un argument qui dirait ceci. Prémisse 1, si vous suivez ce cours, vous êtes devant un écran. Prémisse 2, vous êtes en train de suivre ce cours. Conclusion, donc vous êtes devant un écran. Voilà, c'est pas très contre-intuitif, c'est assez aisé à voir. Il y a deux prémices dans notre argument. On voit que ces deux prémices sont vraies et que si elles sont vraies, la conclusion s'ensuit. Donc on arrive à établir la conclusion que vous êtes devant un écran. Voilà, c'est trivial, mais c'était un peu intuitif pour vous montrer ce que c'est qu'un argument déductif qui est sain ou solide. Alors, qu'est-ce qu'un argument sain ou solide? On va dire d'un argument qu'il est sain ou solide, sound en anglais, s'il satisfait deux conditions. La première, c'est qu'il soit logiquement valide. Alors, logiquement valide pour un argument, ça veut dire que la conclusion s'ensuit de ses prémices. C'est-à-dire qu'on peut conclure logiquement que la conclusion est vraie si les prémices sont vraies. Donc ça, c'est vraiment la structure logique de l'argument qui doit bien connecter les prémices et la conclusion de telle sorte que si les prémices sont vraies, la conclusion s'ensuit. Donc ça, on dira qu'il est logiquement valide, mais ce n'est pas suffisant pour un argument déductif d'être logiquement valide. Pour être sain, il doit aussi avoir des prémices vraies. Donc, il doit y avoir la bonne structure logique entre prémices et conclusion. Et en plus, les prémices doivent être vraies. Alors, on voit bien que si ces deux conditions sont satisfaites, eh bien, on a établi la vérité de la conclusion. Puisqu'on a dit, si les prémices sont vraies, alors la conclusion s'ensuit. Et en plus, les prémices sont vraies. Donc, la conclusion s'ensuit. Et donc, on a une conclusion qui est démontrée être vraie. Alors, on peut voir un peu les exemples d'un argument qui serait valide, mais pas sain. Puisqu'on a dit qu'un argument sain doit être valide et avoir des prémices vraies. Donc, on peut voir un argument qui sera valide, mais qui n'est pas sain. Alors, deux exemples. Seuls ceux qui ont un doctorat peuvent gagner le prix Nobel. Barack Obama a gagné le prix Nobel, donc Barack Obama a un doctorat. Alors, c'est un argument qui est logiquement valide, puisque la conclusion s'ensuit des prémices. Si les deux prémices étaient vraies, alors la conclusion serait vraie. Le problème, c'est que les deux prémices ne sont pas vraies. C'est pas vrai que seuls ceux qui ont un doctorat peuvent gagner le prix Nobel. Donc, on a une conclusion qui aussi est fausse. Je ne crois pas que Barack Obama ait un doctorat. Dans tous les cas, on n'a pas un argument qui établit cette conclusion de manière correcte. Autre exemple, toutes les fleurs sont de couleur violette, les violettes sont des fleurs, donc les violettes sont de couleur violette. Donc là encore une fois, on a un argument qui est logiquement valide, c'est-à-dire que si les deux prémices étaient vraies, alors la conclusion s'en suivrait, la conclusion serait vraie aussi. Le problème, c'est que la première prémisse n'est pas vraie. Toutes les fleurs ne sont pas de couleur violette. Il existe des fleurs de couleur rose, jaune, blanche, toutes sortes de couleurs. Donc cette première prémisse est fausse, mais l'argument est toujours valide, puisque la conclusion s'ensuit des prémices. Par contre, il n'est pas sain, il n'est pas solide, puisque la prémisse 1 est fausse. Et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que là, la conclusion de notre argument, elle est vraie. Les violettes sont de couleur violette. Donc on a un argument qui est valide, mais pas sain, mais qui a quand même une conclusion vraie.
Tout ce que ça nous dit, c'est simplement que l'argument, il a une conclusion qui est vraie, mais ce n'est pas la bonne façon de démontrer la conclusion, puisque l'argument ne fonctionne pas pour ça. Donc voilà des exemples d'arguments qui sont valides, mais pas sains. Alors, des exemples d'arguments qui sont invalides, c'est pas compliqué, ce sont des arguments dont la conclusion ne s'ensuit pas des prémices. Donc, par exemple, si quelqu'un a couru un marathon ce matin, alors il est maintenant très fatigué. Guillaume Bignon est très fatigué, donc Guillaume Bignon a couru un marathon ce matin. Donc là, on voit bien que la conclusion ne s'ensuit pas des prémices, hein. D'ailleurs, on a vu le nom de ce sophisme, hein, c'est affirmer le conséquent, puisque la deuxième prémisse affirme le conséquent de l'implication qui se trouve dans la première prémisse. Donc c'est un argument qui est invalide, la conclusion ne s'ensuit pas. Et on peut s'en persuader en remarquant simplement que y a d'autres façons d'être fatigué que d'avoir couru un marathon. En l'occurrence, avoir beaucoup d'enfants en bas âge, ça va contribuer à ce que je sois fatigué, même si j'ai pas couru un marathon ce matin. Autre exemple d'argument invalide, seul un professeur enseigne des cours pour cette formation. Guillaume enseigne des cours pour cette formation, donc Guillaume est un professeur de philosophie. Donc c'est un argument qui est invalide parce qu'on voit bien que de la vérité des seules prémices, simplement si tout ce qu'on sait c'est seul un professeur enseigne des cours pour cette formation et que Guillaume enseigne des cours pour cette formation, alors on peut en conclure que Guillaume est un professeur. Mais on ne peut pas en conclure que Guillaume est un professeur de philosophie. Donc c'est un argument qui est invalide, la conclusion ne s'ensuit pas des prémices, et pourtant la conclusion est vraie. Je suis un professeur de philosophie. Mais l'argument, encore une fois, n'est pas sain, n'est pas solide, n'est pas valide, en l'occurrence, pour établir la conclusion. Alors, un argument sain ou solide, quelle valeur ça a quand on en tient un? Il y a deux choses à remarquer ici. C'est que s'il existe un argument parfaitement sain en faveur d'une thèse, est-ce que ça veut dire que la thèse est vraie? Oui, ça veut dire ça. Si on a un argument qui est sain ou solide, ça nous dit que la conclusion est vraie, puisque la structure est telle que la conclusion s'ensuit des prémices et que les prémices sont vraies. Donc si on trouve un argument qui est sain ou solide, un argument déductif comme ça nous prouve que la conclusion est vraie. En revanche, s'il existe un argument parfaitement sain en faveur d'une thèse, est-ce que ça veut dire que tous les gens raisonnables vont la croire? Bah non, pas du tout. Un argument sain, c'est bien, mais par contre, c'est pas forcément un argument qui va convaincre tout le monde. Donc il faut voir qu'un argument qui fonctionne bien, c'est pas juste un argument qui a la bonne structure logique et qui a des prémices vraies, c'est aussi un argument qui va faire appel à des choses admises par notre interlocuteur. Donc il y a cette notion de plausibilité. Les prémices doivent pas être juste vraies, elles doivent être aussi attrayantes ou plausibles pour la personne à qui on offre l'argument. Donc on voit, voilà, la valeur de l'argument parfait, c'est de montrer que la vérité de la conclusion est vraie, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va accepter l'argument. Donc voilà ce que je voulais dire sur les arguments déductifs, et ce que c'est qu'un argument sain ou solide quand on parle d'arguments déductifs. Et on va passer maintenant à la collection des sophismes. Alors, les sophismes, comme je l'ai dit, c'est ce qui peut aller de travers hein, quand on offre un argument. Quelles sont les erreurs qu'on peut faire qui vont faire que l'argument ne fonctionne pas et que l'argument doit être rejeté? Alors, on a déjà vu plusieurs façons de se tromper dans un argument. On va en voir maintenant une plus grande collection. Et je rappelle ici que, encore une fois, si un argument se plante, si un argument commet un sophisme, hein, si un argument va de travers, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas une bonne raison de croire sa conclusion. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la conclusion est fausse. Il peut y avoir un mauvais argument qui cherche à établir quelque chose qui est pourtant est vrai. Donc, faire bien attention que quand on identifie un sophisme, ça nous dit juste de ne pas accepter la conclusion sur la base de cet argument. Mais ça ne nous dit pas forcément que la conclusion est fausse. Alors, à passer à cette collection de sophismes, et en commençant par les équivocations. Équivocation, on en a déjà parlé dans ce cours. Il s'agit d'utiliser un même mot, mais avec deux sens différents, de telle sorte que, en fin de compte, on ne connecte pas, la logique de l'argument ne va pas être bonne, puisque elle fait référence deux fois de suite à deux choses différentes, mais comme elle les appelle avec le même nom, on ne voit pas qu'on parle de deux choses différentes.
Un exemple humoristique, un argument qui commet une équivocation. Cette plage est infestée de requins mangeurs d'hommes, mais Marie n'est pas un homme, et donc elle peut se baigner tranquille. Alors, l'équivocation, elle est sur le mot homme ici, puisque dans la première prémisse, dans l'expression requin mangeur d'hommes, on utilise le mot pour faire référence à un humain, à une personne de l'espèce humaine, peu importe son sexe. Alors que dans la deuxième prémisse, quand on dit Marie n'est pas un homme, on dit simplement que c'est une femme. Donc, c'est une utilisation du mot homme qui est plus spécifique, qui est différente. Et donc, l'argument ne marche pas. Parce qu'évidemment, c'est pas vrai qu'elle peut se baigner tranquille, les requins vont pas faire le tri et vont l'attaquer également. Donc c'est un exemple d'équivocation. Euh, Exemple un peu plus chrétien, religieux, à chaque fois pour ces sophismes, je vais vous donner un exemple un peu neutre et puis une application concrète à un argument incorrect qui touche à la foi chrétienne. Donc ici, un exemple d'équivocation, ce serait de dire la Bible dit que le corps de Jésus est monté au ciel après sa résurrection. Et pourtant, les chrétiens prétendent manger le corps du Christ. C'est du cannibalisme. C'était une accusation auquel les chrétiens faisaient face dans les premiers siècles. Et apparemment, l'Église est aussi supposée être le corps du Christ. Donc tout ça est supposé être incohérent puisque ces choses-là sont différentes. Non, c'est simplement que c'est une équivocation. On utilise le mot corps de Jésus ou corps du Christ de manière différente. On a la même expression, les mêmes mots pour parler de choses différentes. C'est une équivocation. Autre sophisme, le non sequitur. Alors, on voit là encore une phrase en latin. Non sequitur, ça veut dire il ne s'ensuit pas. Donc là, on a vu, c'est en fait une propriété des arguments invalides, c'est quand la conclusion ne s'ensuit pas des prémices. Et donc, on affirme les prémices, on conclut quelque chose, mais cette conclusion ne s'ensuit pas de ces prémices, et donc on n'est pas supposé conclure cette chose-là. Exemple d'arguments qui commettent un non sequitur, je suis français, donc j'aime le fromage, et donc j'ai une voiture bleue. Bah non, ce ne sont pas des conditions suffisantes pour conclure ce qu'on conclut ici. D'être français ne garantit pas que j'aime le fromage et encore moins que j'ai une voiture bleue. C'est des conclusions qui sont un peu out of left field, comme on dit en anglais, c'est qui sortent de nulle part et en tout cas, elles ne s'ensuivent pas de la prémisse. Un exemple de Socrate dans La République, il dit à présent on considère ceci, la ville que l'on fonde, donc il est en train de décrire une ville qu'il veut fonder, il dira la ville que l'on fonde sera une ville grecque, n'est-ce pas? Nécessairement, répond son interlocuteur. Alors ses citoyens seront bons et gentils, bien sûr. Donc là, il dit sous prétexte qu'une ville est grecque, ça veut dire que ses citoyens seront bons et gentils. Ça me semble un petit peu optimiste de la part des Grecs. C'est un argument qui commet un non sequitur. Si on admet la prémisse que la ville sera grecque, ça ne veut pas dire, on ne peut pas conclure que tous ses citoyens seront bons et gentils. Exemple religieux d'un non sequitur. Les chrétiens croient en Dieu, les musulmans croient en Dieu, les juifs croient en Dieu, donc peu importe à quelle religion on appartient. Ouais, on voit bien que c'est un argument qui commet le non sequitur. Les trois prémices qu'on a listées sont vraies. C'est vrai que les chrétiens croient en Dieu, c'est vrai que les musulmans croient en Dieu et que les juifs croient en Dieu. Mais sous prétexte que ces choses-là sont vraies, ça ne veut pas dire que la conclusion est vraie. Il ne s'ensuit pas que peu importe à quelle religion on appartient. Au contraire, ça importe beaucoup et il y a des différences importantes au-delà de juste une croyance en Dieu. Donc c'est un argument qui commet le non sequitur. Autre sophisme, l'épouvantail ou homme de paille. Là, il s'agit de tordre la position de son adversaire pour plus facilement la réfuter ou la rejeter. Donc ça, c'est une pratique dans les débats qui est vraiment détestable. C'est de faire semblant que la position de son adversaire est beaucoup plus faible ou beaucoup plus absurde en la peignant d'une façon qui ne serait pas reconnue par notre interlocuteur. Et ensuite, on peut dire, bon, ben, vous voyez bien ce truc-là, comme c'est absurde, il faut le rejeter. Exemple de Michel Onfray, dans son traité de la théologie, il dit les trois monothéismes, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam, sont animés par une même pulsion de mort généalogique, partagent une série de mépris identiques, haine de la raison et de l'intelligence, haine de la liberté, haine de tous les livres au nom d'un seul, haine de la vie, haine de la sexualité, des femmes et du plaisir, haine du féminin, haine des corps, des désirs, des pulsions.
En lieu et place de tout cela, judaïsme, christianisme et islam défendent la foi et la croyance, l'obéissance et la soumission, le goût de la mort et la passion de l'au-delà, l'ange asexué et la chasteté, la virginité et la fidélité monogamique, l'épouse et la mère, l'âme et l'esprit. Autant dire la vie crucifiée et le néant célébré. Bon, on voit bien que c'est une caricature. La plupart de ces choses-là sont pas du tout affirmées par au moins le christianisme. Et donc, quand il décrit le christianisme selon ces termes-là, eh bien, il commet le sophisme de l'épouvantail ou de l'homme de paille. Et il accomplit rien en disant qu'il faut rejeter ces vues-là. On est tous d'accord ici. Autre sophisme, le raisonnement circulaire, qui s'appelle aussi pétition de principe, ou en latin petitio principii. Ici, il s'agit en fait de présupposer dans un argument la conclusion qu'on essayait de prouver. Et donc, si on présuppose ce qu'on cherchait à prouver, ben, on n'a rien prouvé du tout, notre conclusion n'est autre que notre point de départ. C'est un raisonnement qui est circulaire. On part d'une conclusion et on arrive à cette même conclusion. Exemple de raisonnement circulaire, étant la parole de Dieu parfaitement inspirée, la Bible est vraie dans tout ce qu'elle enseigne. Or, la Bible affirme que Dieu existe, donc il est vrai que Dieu existe. Alors, toutes ces affirmations-là sont vraies, mais en tant qu'argument, ça ne va pas convaincre grand monde, puisque dans la prémisse 1, on présuppose que Dieu existe, et on cherche à montrer que Dieu existe dans la conclusion. Donc, si c'est un argument qui présuppose que Dieu existe, c'est pas très utile pour démontrer que Dieu existe. De la même manière, le Coran est la parole de Dieu parce que Mahomet est un vrai prophète, et on sait que Mahomet est un vrai prophète parce que le Coran, qui est la parole de Dieu, dit qu'il est un prophète. Là, encore une fois, c'est un raisonnement circulaire et ça ne convaincra personne qui ne croit pas déjà que le Coran soit la parole de Dieu et que Mahomet soit un vrai prophète. Sophisme suivant, celui-là s'appelle le argumentum ad hominem, ou parfois tout simplement ad hominem. Et là, il s'agit d'attaquer la personne plutôt que sa croyance. J'ai mis une image du basketteur qui attaque le joueur plutôt que d'attaquer la balle. Dans cette métaphore, la balle, c'est l'argument, et le joueur, c'est la personne qui affirme un argument. Et donc ici, il s'agit d'attaquer la personne pour conclure ou sous-entendre que leurs croyances ou leurs arguments doivent être erronés. De dire que quelqu'un est bête ou méchant n'est pas supposé avoir une influence sur la validité de leurs arguments ou de leurs croyances. Donc là, un exemple, ce serait de dire les prêcheurs de rue chrétiens sont intolérants, en colère, non éduqués, donc l'évangile qu'ils prêchent est faux. On voit bien ici que c'est un argument dont la conclusion ne s'ensuit pas. Donc, de manière plus générale, c'est un type de non sequitur. C'est un argument dont la conclusion ne s'ensuit pas des prémices. On voit bien que sous prétexte que quelqu'un va être soit méchant, soit bête, ça ne veut pas dire que son argument est invalide. Il peut arriver que quelqu'un de très bête ou de très méchant offre un argument solide en faveur d'une thèse qui est vraie. Alors, petite illustration, Socrate, dans la République de Platon, dit « Ne convenez-vous pas également que la philosophie souffre d'attitudes publiques hostiles à cause de l'intrusion de faux philosophes dans des endroits où ils n'ont rien à faire, se querellant les uns avec les autres, ils sont remplis de malice et discutent sans cesse des personnalités, la dernière chose qu'un philosophe devrait faire. » Donc Socrate nous dit, le philosophe, il s'intéresse aux idées, il s'intéresse à la vérité des croyances, pas du tout à la personnalité de la personne qui affirme ces croyances-là. Et donc de s'attaquer au caractère de l'autre, c'est ridicule. Ma petite question, c'est est-ce que par hasard, ça ne s'appliquerait pas aussi aux politiciens? Si, les politiciens, il s'agit de débattre des idées quand il y a un débat politique. Alors, ce n'est pas entièrement impertinent pour les politiciens parce que, en partie, de convaincre quelqu'un qu'il faut voter pour soi et non pas pour l'adversaire, ça sous-entend parfois aussi montrer que l'adversaire va prendre des mauvaises décisions et donc de montrer que l'adversaire est méchant ou bête n'est pas entièrement impertinent. Maintenant, en tant que philosophe, je préférerais entendre des politiciens qui nous expliquent pourquoi leur adversaire a tort plutôt que pourquoi leur adversaire est méchant ou bête. Sophisme suivant, celui-là s'appelle tu quoque, c'est encore une expression en latin qui veut dire toi aussi. Et là, comme sophisme, il s'agit de dire toi aussi tu commets cette erreur,
lorsqu'on est accusé de commettre une erreur. Donc, soit j'ai une affirmation que je fais, soit j'offre un argument, et puis quelqu'un me dit, mais non, là, tu fais une erreur, et je réponds, oui, mais regarde, toi aussi, tu commets cette même erreur, ou toi aussi, tu fais la même chose. Et c'est donc un sophisme, puisque même si mon interlocuteur commet une erreur que je commets aussi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une erreur. Donc, c'est assez impertinent de montrer que l'autre le fait. Ce qu'il faut, c'est simplement défendre le fait qu'on n'a pas commis d'erreur. Encore un exemple qu'on trouve dans La République de Platon, où Socrate dit Calliclès, vous revenez sur notre accord initial. Il sera impossible de continuer notre recherche de la vérité ensemble si vous faites des déclarations auxquelles vous ne croyez pas vraiment. Donc Socrate est en train de se plaindre de Calliclès en lui disant vous faites des déclarations, mais vous ne les croyez pas vraiment. Donc on va tourner en rond, ça va nulle part cette affaire. Et Calliclès lui dit mais c'est ce que vous faites aussi, Socrate. Et Socrate dit, si c'est vraiment ce que je fais, j'ai tout à fait tort de le faire, et vous aussi. Donc c'est la bonne réponse qu'il donne Socrate. Il dit, d'accord, bah, accuse-moi aussi. Eh bien, si je l'ai fait aussi, alors j'ai tort. Mais ça n'empêche que vous avez tort aussi. Voilà. Donc tout cocoué n'est pas une très bonne réponse. Quand on est accusé de commettre une erreur, il faut montrer pourquoi on n'a pas fait l'erreur, plutôt que de dire que notre interlocuteur l'a faite aussi. Le sophisme suivant s'appelle post hoc. Encore une fois, une petite phrase en latin. Post hoc, ça veut dire après ceci. Et il y a même la version un peu plus longue du titre, c'est post hoc ergo propter hoc. Ergo propter hoc veut dire donc à cause de ceci. Alors vous voyez, le titre long nous donne la forme de l'argument. C'est après ceci, donc à cause de ceci. Et donc c'est un argument qui dit que sous prétexte que quelque chose s'est produit après une autre, alors elle a été causée par celle qui est arrivée en premier. Et on voit bien que c'est invalide en prenant cet exemple. Le coq a chanté, peu après le soleil s'est levé, donc le coq a causé le lever du soleil. Ah non, on voit bien que sous prétexte que quelque chose se passe avant, ne veut pas dire que c'est la cause de la chose qui se passe après. Alors un exemple religieux d'un argument qui commet le post hoc ergo propter hoc, c'est un argument assez commun sur Internet qui se plaint que les mythes païens de Osiris, Mitra et Horus étaient en circulation avant la vie du Christ. Et il y a des similarités significatives entre ces mythes et les histoires du Christ. Donc la vie de Jésus est une fable basée sur cette mythologie préexistante. Alors c'est un argument qui commet le sophisme post hoc. Sous prétexte que ces mythes existaient avant, ne veut pas dire qu'ils ont causé le contenu des évangiles sur la vie de Jésus. Et après, en plus de ça, les similarités en question sont en général très douteuses. C'est vraiment du tiré, voilà, c'est étiré comme conclusion, et on peut vraiment rien en tirer comme conclusion de ces similarités. Mais tout au moins, on peut dire que c'est un argument qui commettrait le post hoc sous prétexte que ça s'est passé avant. Ça ne veut pas dire que c'est la cause. Sophisme suivant, argument du silence. Donc là, c'est un échec dans un argument quand il dit que quand c'est un argument qui se base sur ce qu'un auteur ne dit pas. Et un exemple, ça pourrait dire, tu n'as pas posté sur Facebook que tu condamnes l'attentat, donc tu crois que ce n'était pas mal. Euh, c'est une forme d'argument qui est invalide, sous prétexte que quelqu'un ne dit pas quelque chose, ne veut pas dire qu'il ne le croit pas ou qu'il ne l'affirme pas. Euh, donc c'est une forme d'argument qui est au moins très faible. Maintenant, c'est quand même intéressant parfois d'offrir des arguments basés sur le silence. Euh, c'est un sophisme, l'argument du silence, uniquement si on dit que la conclusion s'ensuit de manière déductive, c'est-à-dire que si c'est absent, alors c'est faux. Euh, et aussi, on peut argumenter sur la base d'un silence si on devrait s'attendre à ce que quelqu'un mentionne quelque chose et qu'on ne le voit pas. Donc, en gros, pour qu'un argument qui se base sur le silence soit justifié, il faut que on ait de bonnes raisons de penser que notre source le mentionnerait si c'était vrai, et il faut que la conclusion n'ait pas une force déductive. Il ne faut pas dire, puisqu'il ne mentionne pas, alors logiquement, c'est inévitable que c'est faux ou qu'il ne le sait pas.
On peut juste dire alors c'est probable, c'est rendu probable parce que on s'attendrait à ce que ce soit mentionné, mais ça ne l'est pas. Donc on a une conclusion probable, pas juste une conclusion qui est garantie. Alors c'est un peu théorique. Je vais donner un exemple. Argument du silence. L'apôtre Paul ne mentionne jamais la conception virginale de Jésus, donc il n'y croyait pas. C'est un argument qu'on voit parfois sur Internet. Effectivement, dans les lettres de Paul, Paul ne mentionne pas que Jésus est né d'une vierge, et donc il est conclu qu'il n'y croyait pas. Donc là, on voit en fait que l'argument n'est pas bon parce que en fait, on n'a pas de bonne raison de penser que si Paul euh, croit à la conception virginale, alors il devrait la mentionner dans ses lettres. Non, ces lettres, elles sont assez ad hoc, elles s'adressent à des églises particulières et il enseigne des choses qui étaient importantes pour eux. Donc il n'y a pas forcément une situation qui requiert que Paul mentionne explicitement la conception virginale. Et dans tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y croyait pas. C'est juste qu'on n'a pas d'informations sur ses croyances en la matière. Autre exemple, le livre des Actes ne mentionne pas la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc, il a été écrit avant l'année 70. Alors, c'est un argument qui est assez commun. C'est strictement parlant un argument du silence. Hein. Ça se base sur le fait qu'on n'ait pas mentionné la chute de Jérusalem dans le livre des Actes pour essayer de dire, bah, du coup, ça devait forcément être écrit avant l'année 70, puisque si ça avait été écrit après, il nous l'aurait mentionné. Euh, c'est donc un argument qui, si on le presse avec une force déductive, va être un sophisme. Mais par contre, c'est pas un mauvais argument si on le rend un peu plus modeste, si on dit que c'est pas une conclusion déductive, mais c'est simplement une conclusion raisonnable, une conclusion probable, parce qu'en effet, on a de bonnes raisons de penser que si le livre avait été écrit après l'année 70, alors il aurait mentionné la chute de Jérusalem parce que c'est un événement central. Et comme l'auteur du livre des Actes se concentre sur les événements religieux de cette période précise, de cette population, et la population juive a été extrêmement affectée par cette chute de Jérusalem, eh bien, on se serait attendu à ce qu'il la mentionne. Donc comme on a ces deux conditions, qu'on se serait attendu à ce que ce soit mentionné et que ce n'est pas mentionné, et qu'en plus on conclut de manière moins que décisive, moins que déductive, mais simplement on dit c'est probable, et bien c'est un bon argument pour dire qu'il est probable que le livre des Actes ait été écrit avant 70. Sophisme suivant, l'appel au peuple. En latin, c'est argumentum ad populum. Et là, la structure de cette erreur, c'est de dire bah, une grande majorité des gens croient à quelque chose, donc ça doit être vrai. Et le problème, c'est qu'on ne détermine pas la vérité en comptant les têtes. C'est pas la vérité d'une proposition n'est pas déterminée par combien de personnes croient à cette proposition, mais simplement par les bonnes raisons, par la simple vérité de cette proposition. Et donc, bah, il faut réaliser que parfois, la majorité peut se tromper. Alors, j'ai mis un exemple de qui veut gagner des millions ou qui veut être un millionnaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Il y a un des jokers dans ce jeu qui consiste à demander l'aide de l'audience. Et donc, l'audience donne la réponse. Et là, en l'occurrence, il y avait une réponse largement majoritaire à 65% sur le A. Et en fait, non, la réponse c'était D. A rope, c'est une corde, sheet à bord d'un bateau. Bref, tout ça pour dire, la grande majorité des réponses peut nous donner une indication, mais elle peut aussi se tromper. Et donc, un argument qui dit, sous prétexte que la majorité y croit, ça doit être vrai, commet le sophisme de l'appel au peuple, ou ad populum. Alors, un exemple religieux de ce sophisme, ce serait de dire, en France, les chrétiens évangéliques représentent 0,9% de la population, c'est minuscule. Comment est-ce que ça pourrait être la vraie religion? Eh ben, il faut bien comprendre que c'est pas la majorité qui détermine qui a raison, et il se pourrait très bien que cette très faible minorité en France se trouve avoir raison sur l'existence de Dieu et la religion chrétienne évangélique. Donc, les chiffres ne nous donnent pas la vérité. La vérité sera déterminée en fonction des bonnes raisons qu'on aura en faveur de nos croyances. Sophisme suivant, appel à l'autorité.
ou en latin argumentum ad verecundiam. Là, il s'agit de faire appel à quelqu'un d'important qui croit quelque chose et donc on conclut qu'il a raison. Exemple, Peyton Manning, qui était un quarterback de football américain. Peyton Manning dit que la pizza Papa John's est délicieuse. Donc voilà, il était le représentant dans les pubs pour la pizzeria Papa John's. Donc Peyton Manning dit que la pizzeria est délicieuse, donc ça doit être une excellente pizza. Euh, et en l'occurrence, ben non, c'est une chaîne assez industrielle, tout faite. Les pizzas sont pas extraordinaires. Peyton Manning, il peut nous dire ce qu'il veut. C'est pas un bon argument en faveur de la thèse que la Papa John's est une excellente pizza. Alors, quand est-ce qu'un appel à l'autorité est justifié? Alors, encore une fois, il y a une façon correcte d'offrir un argument avec un appel à l'autorité, qui ne sera pas un sophisme. C'est quand, alors, il faut considérer la discipline, il faut que l'autorité en question soit une personne de compétence dans la discipline en question. Or là, on voit bien qu'un joueur de football américain n'est pas forcément un expert en qualité de pizza. Donc, notre argument, il faudrait qu'il soit dans la bonne discipline, l'autorité. Et il faut aussi que la conclusion vienne avec une force moins que déductive, puisque même une autorité, même quelqu'un de très savant dans un domaine en particulier, peut quand même se tromper. Et donc, on ne peut pas déduire de manière logique que la conclusion est vraie. On peut juste dire, ça le rend probable. C'est intéressant d'avoir une autorité dans le domaine qui nous dit ceci, mais on ne peut pas le conclure de manière garantie. Alors, autre exemple de l'appel à l'autorité, dans le monde religieux, Richard Dawkins dit qu'il est presque certain que Dieu n'existe pas, et un sondage a conclu que 93% des membres de l'Académie nationale des sciences ne croient pas en un Dieu personnel qui répond aux prières et communique activement avec les gens. Donc voilà, Dieu n'existe pas. On voit bien que c'est un appel à l'autorité, et c'est un qui est invalide pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas conclure de manière déductive que Dieu n'existe pas sous prétexte que certaines personnes, même une majorité de scientifiques, euh, ne croient pas à un tel Dieu. Et en plus, eh bien, leur domaine d'expertise n'est pas particulièrement pertinent pour savoir si Dieu existe ou pas. La question de l'existence de Dieu, c'est principalement une question philosophique, et on verra dans le reste de cette formation un bon nombre des arguments philosophiques en faveur ou contre l'existence de Dieu. Mais donc l'expertise pour croire en Dieu, ça nous viendra plutôt de la philosophie que des sciences, hein. On ne découvre pas si Dieu existe dans un tube à essai. Euh, donc l'argument ici ne doit pas être très impressionnant. C'est un appel à l'autorité et un qui fait appel aux mauvaises autorités. Donc voilà la conclusion, la collection de sophismes que je voulais partager avec leurs titres et comment les reconnaître, et puis des exemples dans la foi chrétienne. Alors j'ai quelques conseils en conclusion quand il s'agit d'examiner les arguments. Avec une petite citation de Paul, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, petit conseil sur les arguments, cherchez les contradictions. Donc, essayez de voir dans un argument qu'est-ce qui se contredit. Suivez les arguments pas à pas, regardez bien quelles sont les affirmations qui sont faites, détectez les équivocations, regardez bien si les mots sont utilisés de manière cohérente, qu'on n'a pas un changement de signification des mêmes mots d'une prémisse à une autre. Ne soyez pas arrogant quand vous détectez des sophismes. On a vu ça, hein, d'utiliser le nom du sophisme, voire même en latin, ça peut être un peu prétentieux. Essayez simplement de mentionner le sophisme sans grande façon. Examinez critiquement les idées de chaque côté. Donc, encore une fois, un argument doit être examiné, qu'il soit en faveur d'une chose que vous croyez déjà, ou bien qu'il soit en faveur d'une conclusion que vous rejetez. Ayez le même sens critique pour examiner la force de l'argument, puisque c'est important aussi, tout autant que c'est important d'offrir des bons arguments en faveur de ce qu'on croit, c'est aussi important de réfuter des mauvais arguments, même s'ils supportent nos idées. Ça rendra nos idées d'autant plus crédibles de dire qu'on n'accepte pas tous les arguments sous prétexte qu'ils supportent nos idées. On a un sens critique et on accepte ceux qui sont réellement bons. Et enfin, n'ayez pas peur de la vérité. Encore une fois, si la foi chrétienne est vraie, eh bien, l'étude des arguments doit nous mener
vers la conclusion que, que Dieu existe, que le christianisme est vrai, et donc tout argument qui se dresse contre la position qui est vraie va avoir quelque part un sophisme, une erreur de logique ou bien une prémisse fausse, et c'est à nous d'aller la déceler, et donc de pas avoir une appréhension préalable de l'examen des arguments, et d'aller voir et de remonter ses manches, de faire le travail et de voir quels sont les arguments qui sont bons et ceux qui commettent des sophismes. Et on fera un peu de ça dans le reste de cette formation. Voilà, à la prochaine.